Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Faut-il taxer le sucre? Je sais, ça risque de faire grincer quelques dents. Pourtant, le gouvernement québécois s'est penché sur le sujet dernièrement avec les consultations publiques sur le projet de politique gouvernementale en prévention en santé. Ces consultations ont reçu de nombreux mémoires, dont celui de la Coalition Poids, une initiative parrainée par l'Association de santé publique du Québec. On y lit diverses recommandations, dont prendre des mesures visant à une réduction de la surconsommation de boissons sucrées par une taxe sur les boissons sucrées. Le gouvernement n'a pas encore sauté le pas, même si l'idée de taxer des produits nocifs pour la santé comme les boissons sucrées a déjà reçu l'aval de plusieurs pays comme la France ou le Mexique. Le gouvernement serait plutôt en faveur de la prévention. Pourtant, cette taxe sucrée pourrait générer des revenus pour le gouvernement. Ces sommes pourraient être réinvesties dans la promotion de la santé ou des infrastructures sportives, comme c'est le cas avec les revenus de la taxe sur le tabac. Elle pourrait venir alléger les dépenses de santé attribuées au sucre ou tout simplement réduire la consommation des boissons sucrées. D'ailleurs, de nombreux experts du diabète se sont prononcés pour l'imposition du sucre afin de combattre le diabète et l'obésité. Au Québec, 830 000 personnes vivent avec le diabète, dont près de 250 000 l'ignorent, soit plus d'une personne sur 10. Nous partons pour la municipalité d'Amqui pour parler au maire Gaëtan Rué. Bonjour. Bonjour, Mme Isabelle. Vous venez de demander au ministre des Finances, Nicolas Marceau, d'imposer une taxe sur les boissons. Qu'est-ce que ça a donné? En fait, aucun retour. Je crois qu'il y a eu des commentaires de fait, là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ils sont pas prêts à faire un geste comme d'autres endroits. Je crois que la ville de Londres est un endroit où on a déjà procédé. Dans l'Ouest américain, il y a une ville qui a posé le geste. Nous, la résolution qui a été passée, c'est une des dernières résolutions qui a été passée au Conseil régional des élus du Bas-Saint-Laurent. J'ai essayé et unanimement, tous les maires et les participants du conseil d'administration avaient unanimement adopté cette résolution que la Ville de Montréal avait préparée, puis que finalement, qui n'a pas reçu l'aval, puisqu'ils n'ont pas eu assez de membres de leur conseil pour la passer. Mais je crois que le Conseil régional des élus du Bas-Saint-Laurent est la première organisation publique reconnue qui a adopté une semblable résolution, parce que j'ai essayé après de l'amener au niveau de l'hôtel de ville d'Amqui et la majorité des membres du Conseil ont dit, bon, on a assez de taxes comme ça. Mm-hmm. Mais tôt ou tard, je crois qu'on va voir de plus en plus un mouvement s'élever. On n'a pas le choix, là. Tout comme ça a pris bien des années avant que les gens comprennent que les cigarettes, c'était pas un médicament et qu'au contraire, ça entraînait des problèmes de santé comme le cancer. Et bon, là, de plus en plus, là, le sucre, les études démontrent nettement que c'est une cause assez importante de l'obésité chez les gens et de bien d'autres problèmes. Votre municipalité a passé une résolution pour bannir les boissons énergisantes sucrées des édifices publics. Racontez-nous. Oui, en effet, on n'est pas revenu en arrière. C'était fait, ça a été passé avec le précédent conseil, celui qui était en place avant novembre 2013, où j'avais une majorité de gens qui étaient beaucoup plus sensibles à la cause environnementale et à toutes ces choses-là au niveau de la santé. Et effectivement, on avait été approché par le comité métapédien d'action pour la mise en forme et le CAMEF. Et ils avaient interpellé en nous demandant si on était prêt de poser un geste comme ça. Donc, on a été la première municipalité ou ville du Québec à le faire. Et puis par après, j'ai pris l'initiative d'envoyer ce projet de résolution-là à plusieurs autres municipalités et villes du Québec. Et plusieurs l'ont adopté depuis, mais pas autant que j'aurais souhaité. Mais c'est quand même déjà un bon pas dans la bonne direction. Je pense que c'est une démarche qui pourrait se poursuivre. Est-ce que, en passant par cette étape-là, ça nous amènera éventuellement à avoir plus de municipalités et villes qui se positionnent pour réclamer une taxe sur les boissons gazeuses ou énergisantes? Je pense qu'il faudrait en arriver là. Tôt ou tard, ça va arriver, mais plutôt
plus tôt, ben c'est du temps de gagner sur la vie de bien des gens. La santé, c'est des coûts astronomiques. On voit qu'on a à peine à suffire avec à mettre de l'argent dans la grande machine l'appareil de la santé qui est là pour soigner après coup, alors que bien on doit beaucoup plus être en mode de prévenance au niveau de conserver et d'entretenir son capital santé. Fait que on doit regarder très très sérieusement ce qu'on consomme, et le sucre est un de ces ingrédients qui nous cause des dommages à notre insu, beaucoup plus que ce que la majorité des gens peuvent penser. Comment ça a été reçu auprès de vos concitoyens, cette résolution-là? Bien, au niveau des boissons énergisantes, ça a été très bien reçu. J'ai pas vu de tollé, pas personne fait suivre des courriels ou venu en assemblée publique à la ville ou fait des pétitions pour dire non, on revient en arrière. Parce que de toute façon, c'était pas une résolution qui empêchait la vente de ces produits-là dans les dépanneurs, dans les épiceries. Ce n'était que dans les édifices publics de la ville. Mm-hmm. Et on comprend que c'est une source de profit pour la plupart de ces commerces-là. Et je vais régulièrement à un dépanneur, puis pour acheter certaines choses comme des journaux, par exemple. Et puis, le temps que je suis là, c'est incroyable de voir combien il y a des jeunes qui rentrent, puis ils achètent presque tous, là, ils ont tout le temps l'achat d'une canette ou deux de boissons énergisantes. J'en reviens pas combien ce produit-là, par l'industrie du marketing, a pu amener les gens à s'ouvrir là-dessus. C'est une source de profit incroyable pour les entreprises qui sont dans ce domaine-là. Mais les gens ne réalisent pas à quel point ils hypothèquent petit à petit leur santé. Pourquoi vous êtes aussi sensibilisé à cette question? Ben, je pense que quand on est des humains, puis on a une vie qui est assez courte quand même par rapport à l'existence de la planète Terre. Et je crois que le temps qu'on est là, on doit, si on veut bien jouir de sa vie, c'est plein de choses. Alors, en tant qu'élu au niveau d'une communauté, on doit regarder périphériquement, là, on doit pas regarder que les vidanges ou l'eau potable, on doit regarder 360 degrés, puis je pense qu'on a de plus en plus, les élus d'aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir de plus en plus des préoccupations pour le capital santé de nos concitoyens et concitoyennes, et on doit s'investir. On est des leaders, on a des messages à porter, il faut s'investir de cette volonté de faire en sorte que la qualité de vie ne soit pas que environnementale autour de nous, mais qu'elle soit aussi au niveau de notre capital santé, des moyens, des outils. C'est l'alimentation beaucoup. Ce n'est pas juste que d'avoir des parcs ou des équipements qui permettent aux gens de se tenir en forme, de pratiquer la marche ou le vélo, d'aller à la piscine. L'alimentation, on le voit là, de plus en plus de gens travaillent là-dessus. Les associations de santé, de bien-être, on le voit là, de plus en plus les gens s'en préoccupent, mais l'industrie, elle, cherche des profils. Alors là, maintenant, on oppose le slow food au fast food. Alors, je me réjouis de toutes ces choses-là, mais il faut qu'on s'investisse. Alors moi, je suis préoccupé comme ça, puis j'espère, on est de plus en plus à le faire, mais pas encore assez. Il faut sensibiliser les gens à le faire. Oui, merci beaucoup, M. Ruet. On était en compagnie de M. le maire de la municipalité d'Amqui. Un grand plaisir. Au revoir. Merci. Pour parler de sucre, de santé et de taxes, rejoignons nos invités. Tout d'abord, le nutritionniste Bernard Lavallée, plus connu sous le nom de nutritionniste urbain. Il a un blog du même nom. Bonjour. Bonjour. Et on est en studio avec David Galliano, président de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, division du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, lorsqu'on parle de sucre dangereux pour la santé, de quoi parle-t-on? Peut-être Monsieur Lavallée. Alors, le sucre en tant que tel n'est pas dangereux. Okay? Et c'est quelque chose quand même d'important, je crois, à dénoter parce que les médias se sont emparés des plus récentes découvertes scientifiques pour transformer le sucre en véritable poison. La réalité, c'est que le sucre en tant que tel n'est pas nocif pour la santé. On a besoin de sucre. C'est même une source d'énergie importante pour le corps humain. Ceci étant dit, la consommation de sucre
et la quantité de sucre que les Québécois, que les Canadiens, en fait, que l'ensemble des pays développés consomment est beaucoup, beaucoup trop importante. On sait qu'on consomme beaucoup trop de sucre comparativement à nos besoins. Oui, boissons sucrées, sucre de transformation alimentaire, consommation de bonbons aussi à Halloween, là, et celle de Noël. Ben, disons que c'est pas nécessairement d'Halloween qui vont avoir un impact sur notre consommation de sucre, c'est vraiment les boissons sucrées qui représentent la principale source de sucre dans l'alimentation des Québécois. Donc, on pense par exemple aux boissons gazeuses, mais qu'on pense aux boissons énergisantes, aux boissons pour sportifs, aux laits qui sont aromatisés. Toutes les boissons sucrées représentent donc la principale source de sucre dans l'alimentation et des adultes et des enfants. Et surtout des boissons qu'on peut retrouver aussi dans les pharmacies. Je pense que vous avez écrit un billet de blog là-dessus. Effectivement, ce sont des produits qu'on retrouve partout. Donc, on les retrouve non seulement dans des dépanneurs, par exemple, ou des salles de concert ou des endroits où on s'attendrait à retrouver des vêtements peut-être d'une qualité moins intéressante, mais on retrouve même ces boissons-là dans des lieux où, à mon avis, ne devraient pas se retrouver. Qu'on pense, par exemple, aux hôpitaux ou qu'on pense aux pharmacies. Selon moi, ce sont des produits qu'on ne devrait tout simplement pas retrouver dans des établissements de santé. Monsieur Galliano, vous êtes futur médecin. Pour vous, le sucre, est-ce que vous percevez ça justement comme dangereux? Est-ce que c'est la consommation? Est-ce qu'il y a un seuil, en fait, à dépasser? C'est à peu près ce que M. Lavallée disait. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, il y a un grand débalancement entre la dépense énergétique et l'apport énergétique que le sucre nous amène dans notre consommation quotidienne au niveau de la population. Puis ça apporte énormément il y a une épidémie, on se le cachera pas, d'obésité qui touche les civilisations du Nord présentement, justement parce que notre alimentation est complètement débalancée par rapport au sport qu'on devrait faire ou à tous nos déplacements. Donc, et tout ça, ça nous apporte des problèmes comme le diabète, les maladies non transmissibles, tout ça. Donc, et c'est des facteurs de risque pour d'autres maladies qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, si on regarde des maladies neurologiques qui peuvent être des conséquences du diabète, tout ça. Il y a un article qui est sorti récemment sur la consommation de sucre et les problèmes cardiaques aussi. Donc, c'est pour ça que le sucre, comme le disait M. Lavallée, est vraiment caché partout, surtout dans les boissons ou par exemple, le lait aromatisé, on ne s'attendrait pas nécessairement à avoir du sucre là-dedans. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir une certaine limite, une certaine législation aussi, ou du moins pour décourager la consommation de tous ces sucres cachés. Oui, comme futur médecin, vous vous attendez à avoir des patients, vos futurs patients plus obèses, plus malades. Est-ce qu'il y a une sensibilisation ou une formation vis-à-vis de certains produits comme le sucre, le sel ou les gras, par exemple? Est-ce qu'on vous forme un petit peu à justement vous adresser à cette clientèle-là qui n'a pas forcément une alimentation très saine, on va dire? Alors, je vous dirais que dans la formation médicale, on s'est abordé évidemment l'alimentation, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire qu'un nutritionniste, par exemple, va être beaucoup mieux placé qu'un docteur pour donner des conseils en termes d'alimentation et tout ça. Mais je pense que les docteurs ont beaucoup la profession médicale a un bel effet à jouer en amont, si on veut, en santé publique, par rapport à toutes les régulations qui peuvent être apportées sur la consommation ou justement on parle d'une taxe, donc c'est un des meilleurs moyens pour limiter la consommation de produits si on veut entre guillemets dangereux. Par exemple, si on passe à la cigarette, on sait que la taxe sur la cigarette a vraiment un impact sur la consommation. On l'a vu, les taux diminuent d'année en année. Donc oui, pour répondre à votre question, on a une certaine formation là-dedans. Mais je pense qu'on a plus à aller chercher en termes de prévention au niveau populationnel, oui. Quelles sont les conséquences de la consommation excessive de sucre? C'est difficile à dire parce que c'est l'obésité qui est vraiment, justement, comme M. Lavallée disait, c'est le fait de ne pas dépenser assez toute l'énergie qu'on accumule avec le sucre. Le sucre donne beaucoup d'énergie que le corps assimile et transforme en gras. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, on est
on reste avec toute cette accumulation de gras, ce surplus. Et puis, ça cause tous les problèmes, artérosclérose, des problèmes de cardiovasculaire, des problèmes neurologiques aussi, notamment avec le diabète de type 2. Donc, en fait, c'est plus vis-à-vis de l'obésité que le diabète. Est-ce que c'est... Ou c'est relié? Les deux sont interreliés, oui. OK. Ouais. Monsieur Lavallée, que dites-vous aux gens qui viennent justement vous consulter? Vous êtes à l'Université de Montréal, vous travaillez dans le groupe de nutrition et de recherche Extenso. Quand les gens viennent vous consulter, est-ce que vous leur parlez de sucre? Oui, en fait, chez Extenso, c'est pas de la consultation en privé qu'on fait. On travaille vraiment en communication, donc commenter l'actualité en nutrition pour les différents médias. Mais c'est certain que le sucre, c'est un sujet qui revient constamment. On en parle énormément. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent, donc, comme on en parle depuis tout à l'heure, son effet de la consommation élevée de sucre sur le diabète, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, l'obésité, etc. Donc, c'est certain qu'on en parle fréquemment et c'est un sujet qui revient et c'est un clou sur lequel on doit taper énormément, à mon avis, parce que on retrouve du sucre à peu près partout. En fait, les 3/4 des aliments transformés sur le marché contiennent des sources de sucre. Donc, 3 aliments sur 4 contiennent des sources de sucre. Il y en a partout. La consommation de sucre a triplé dans les 50 dernières années. Donc, on voit que le sucre est littéralement partout. Et donc, plus on est exposé à ça, et souvent on se rend pas compte qu'on va consommer du sucre, et donc plus on est exposé à ce genre de produit-là, plus les risques de développer différents problèmes de santé associés à la consommation vont augmenter. Alors oui, c'est un clou sur lequel on doit taper très fréquemment. Est-ce qu'il faut cibler les boissons sucrées en premier ou les jus? Est-ce qu'il faut inclure les jus aussi? Alors ça, c'est une excellente question. En fait, présentement, si on regarde le guide alimentaire canadien, le jus de fruits fait partie de la catégorie fruits et légumes. Donc, selon le gouvernement canadien, manger une pomme ou boire un verre de jus de pomme équivaudrait à la même chose. La réalité, c'est que les sucres contenus dans un verre de jus sont appelés des sucres libres. Et ces sucres libres-là, donc ils ne sont pas attachés à aucune autre molécule, il n'y a pas de fibres qui sont là pour ralentir la digestion, donc vont avoir des effets sur le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, qui vont être beaucoup plus rapides. Le sucre rentre beaucoup plus rapidement dans le sang et on se rend compte que la consommation de ces sucres ajoutés et sucres libres-là, qu'ils soient dans des jus de fruits ou qu'ils soient dans des boissons gazeuses, par exemple, ont un effet qui est très similaire. Alors que lorsqu'on consomme du sucre dans une matrice alimentaire, donc le mot matrice alimentaire, c'est simplement pour dire, par exemple, des fruits. Mais quand on mange des fruits, même si on consomme du sucre, ce n'est pas la même chose parce que c'est un aliment qui, vient avec beaucoup d'autres nutriments, mais en plus, faut croquer la pomme, faut la mastiquer, faut l'avaler, il faut que notre corps la digère. Donc, le processus est beaucoup plus lent pour faire entrer le sucre dans notre sang. Monsieur Galliano, vous êtes donc futur médecin. Les enjeux de santé publique vous concernent. Dans un communiqué, vous dites pour une taxe sur les boissons sucrées, si l'argent est réinvesti en prévention de l'obésité et dans les autres maladies découlant du sucre. Pouvez-vous nous expliquer? Oui. En fait, c'est que dans les derniers mois, le gouvernement provincial travaillait sur la politique de prévention, donc qui touche justement toutes les saines habitudes de vie et tout. Nous, on a sorti avec la Fédération médicale étudiante du Québec, on a sorti un mémoire sur l'avenir de la jeunesse et comment il y a comme 4 axes, dont un qui concerne les saines habitudes de vie. Et justement, donc c'est pour implanter dans les politiques, pour améliorer tout ce qui est alimentation, exercice physique, tout ça. Donc c'est dans le contexte de la politique de prévention. Nous, on voulait demander au gouvernement de taxer les boissons sucrées parce que, comme je le mentionnais plus tôt, c'est un des meilleurs moyens qui a été identifié, du moins, si on fait un parallèle avec la cigarette, c'est un des meilleurs moyens pour baisser la consommation. Et on voulait, ce qui est très important pour nous, c'est de réinvestir cet argent-là dans la prévention des maladies non transmissibles de l'obésité. Parce que ça serait dommage qu'on se mette à faire de l'argent sur le dos des Québécois et des Québécoises par les boissons sucrées pour ensuite le remettre dans un budget général, si on veut, alors que la santé publique a vraiment un besoin criant d'argent, surtout en prévention, tout ça. Et si le plus haut
qu'on joue dans l'échelle, si on veut. Si on va avant la consommation de sucre, à ce moment-là, on va chercher tellement plus d'argent qui découle des conséquences du diabète, de l'obésité. Qu'on parle de perte de productivité, ça équivaut à des millions de dollars chaque année qui sont perdus. Par exemple, quelqu'un qui est moins actif, quelqu'un qui ne pourra pas aller au travail parce que la personne est malade, tout l'argent qui est dépensé dans le système de santé pour traiter ces maladies-là. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important de reprendre l'argent qui pourrait être pris d'une taxe et de l'investir en prévention pour qu'ensuite, on voit l'investissement des économies d'argent faramineuses. Oui, rappelez-nous pour les auditeurs ce que c'est la fédération, ou que fait la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. Oui, donc on est la plus grande fédération d'étudiants au monde. On représente aux dernières nouvelles, on était 126 associations. Donc, on travaille sur différents enjeux de santé publique au niveau mondial, mais surtout au niveau local. Au niveau plus local, on travaille sur 5 comités, donc dont un qui est en santé publique. Et on a aussi beaucoup de projets d'éducation par les pairs. Donc, on forme les étudiants en médecine pour aller parler dans les écoles primaires, les écoles secondaires. Puis, on a justement un projet qui s'appelle Curieux Mangeurs. Donc, c'est un peu sous forme de pièce de théâtre. Ça s'adresse aux élèves de la 5e et la 6e année. Mm-hmm. Et puis, c'est justement pour les initier à aux saines habitudes de vie, aux saines habitudes alimentaires. OK. Est-ce qu'il faudrait, et ça, c'est une question pour tous les deux, attendre que le gouvernement légifère ou simplement faire la promotion de la prévention de la saine alimentation, peut-être, en fait, M. Lavallée? En fait, je pense que c'est les deux. Hein. Je pense que on doit... En fait, les consommateurs ont le gros bout du bâton, je le répète fréquemment. Donc, je pense que c'est à nous, en tant que professionnels de la santé, mais aussi en tant que consommateurs, de faire la promotion, évidemment, de la santé, de travailler en prévention. On sait qu'investir en santé publique, investir en prévention ramène plusieurs fois le montant investi ailleurs. Donc, je pense que de ce point de vue-là, nous, on doit déjà avoir quelque chose à jouer, mais de faire de la pression au niveau du gouvernement, certainement qu'il y a quelque chose à faire. Par rapport à la taxe sur le sucre, par exemple, moi aussi, je suis absolument d'accord qu'on devrait instaurer cette taxe-là. Il y a eu quand même des tests, si on veut, qui ont été faits ailleurs dans le monde, avec des résultats mitigés. Donc, dans certains cas, c'était assez intéressant, dans d'autres, un peu moins, mais on peut apprendre justement de ces différentes expériences-là et voir comment instaurer cette taxe-là de façon efficace ici. Oui, vous avez fait le parallèle avec le tabac, M. Galliano. Est-ce qu'on peut imaginer des campagnes de sensibilisation en mettant sur les produits des avertissements, un petit peu comme ce qu'on trouve sur les paquets de cigarettes? Est-ce que ça serait souhaitable et est-ce qu'il faudrait envisager ça? Par rapport à cette mesure-là, ça serait à voir si ce serait quelque chose qui est efficace. On sait que pour le tabac, c'est quelque chose quand même qui diminue la consommation, les avertissements, les paquets standardisés, tout ça. Pour ce qui est du sucre, je dois avouer que je ne sais pas si cette mesure serait vraiment efficace. Mm-hmm. Par contre, comme M. Lavallée disait, il y a vraiment un travail de prévention à faire et par rapport à la consommation et par rapport au marketing aussi. Les grandes compagnies, par exemple, les grandes compagnies de fast-food, par exemple, si on pense à McDonald's ou même mm-hmm. Coca-Cola et tout, vont beaucoup miser sur l'aspect « c'est pas ma boisson qui vous fait du mal, c'est parce que vous faites pas assez d'exercice ». Donc, vont beaucoup financer les initiatives d'exercice et tout pour essayer de dévier l'attention, si on veut. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de rappeler à la population, en tant que professionnel de santé, en tant que gouvernement aussi, qu'est-ce qui est vraiment la source du problème. Donc, c'est vraiment... et d'exposer le tout au jour, si on veut, pour sensibiliser la population et oui, voilà. La science nous dit que les taxes sur le sucre fonctionnent. Il y a une étude de l'Université de Caroline du Nord et de l'Institut national de santé publique du Mexique qui démontre que la taxe mexicaine sur les boissons sucrées a permis de réduire la consommation. Alors, est-ce que la taxe serait pas une meilleure arme donc, pour réduire l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires? Oui, définitivement. Donc, je crois que c'est des initiatives qui commencent à se faire voir un peu à travers le monde. Donc, justement, qu'on va pouvoir ensuite étudier et puis implanter de façon avec succès au Québec. Si on regarde le Mexique, c'est des taux qui sont
qui sont faramineux d'obésité. Donc, je pense que pour eux, c'est tellement un problème grand en tant que société qu'ils devaient faire quelque chose. Et nous, on voit bon, peut-être pas les mêmes chiffres, mais la tendance est la même. Oui. Donc, je crois que ça va être important d'agir au niveau du gouvernement très bientôt. Monsieur Lavallée, êtes-vous pour une taxe sur le sucre? Oui, absolument. Je suis pour une taxe sur les boissons sucrées. Je crois que ça serait un très bon exemple, à mon avis. C'est-à-dire que le consensus sur les boissons sucrées, notamment les boissons gazeuses, est quand même assez clair. C'est-à-dire qu'on sait que la consommation de ces produits-là a un impact négatif sur la santé, surtout en grande quantité. Donc, ça serait un peu l'aliment phare, si on voulait commencer à instaurer ce genre de taxe-là dans l'alimentation, puis par après, peut-être l'implanter sur d'autres types d'aliments qui, en ce moment, font moins consensus. Mais les boissons gazeuses, à mon avis, seraient un véhicule particulièrement intéressant pour tester ce genre d'approche-là en alimentation. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle, on était en compagnie du nutritionniste Bernard Lavallée, donc plus connu sous le nom de nutritionniste urbain. On était aussi avec David Galliano, le président de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, la division du Québec. Merci. 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 C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. À la régie, Serge Plaisance. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio VM ou sur celui de l'agence Science Presse et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Pas un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah.